Salut tout le monde, c'est Jinji pour Jinji TR, ma rubrique sur le jeu de rôle. Et du coup, on va pas parler forcément de jeu de rôle, on va parler de création en temps normal. Je vais pas vous parler d'une pratique, je vais plutôt parler plutôt un petit peu de mon expérience, puisque je le fais, je parle rarement de moi en fait. Et c'est une vidéo dont le titre sera assez évocateur, hein. Euh, c'est le bien pour un grand pas et le pire pour le mieux. Et justement, prenez en compte ce titre parce que ça va être l'essentiel de ce qui va être dit dans la vidéo. C'est parti. Alors, cette vidéo, elle a pour but d'aider les auteurs, les personnes qui créent tout simplement de la fiction, ce genre de choses-là. Car ça m'est arrivé au fur et à mesure des vidéos que j'ai fait, que j'ai parlé en disant que oui, l'inspiration, c'est plutôt ça et pas ça, ou plus ou moins qu'il y a deux définitions à l'inspiration, hein. Il y a un, c'est le pompage, hein, le mouvement pas très glamour que je viens de faire, désolé. Et ensuite, il y a l'autre qui est tout simplement la réflexion au contact de l'œuvre. N'oublions pas un petit détail, un petit détail qui fait toute la différence, c'est allez, je vais y aller, c'est j'ai quelque chose en face de moi. C'est un produit, ça peut être un dessin, ça peut être un livre, ça peut être un recueil de poésie. Qu'est-ce qu'il suscite en moi? Là, a pour but de réveiller les émotions. Ce qui à la fois fait que c'est une très belle chose, là, en général, mais c'est ce qui fait aussi que, comme d'habitude, l'être humain n'est pas, tant que quelque chose n'est pas un minimum rentable, et que les sentiments, ils n'aiment pas trop l'aborder, ben ça amène plutôt à des questions plus mercantiles. Donc à ce moment-là, si vous êtes concerné par la partie ah oui, je veux du fric, je veux tout ça, bon, vous n'êtes pas sur la bonne vidéo. Allez voir une vidéo d'études de marché. Je n'en connais pas, mais allez-y. Mais par contre, si vous voulez parler de création et ensuite voir ce que ça peut vous amener, tout ce que vous allez amener avec ça, ben là, vous êtes à la bonne porte. Tout d'abord, je vais commencer par vous raconter une histoire qui me concerne. Je vais un petit peu parler de moi et de mon parcours, de la vision, d'une certaine vision artistique. Euh, voilà. Bon, pour ceux qui ne savent pas, je fais des études à distance en illustration. J'étais dans une école d'art avant. Et disons que entre mes problèmes de santé et pas mal d'autres problèmes qui sont survenus, j'ai dû me poser des questions et revoir un petit peu ma façon de voir les choses et surtout ce que je compte faire plus tard. En revenant à la base de ce que j'ai fait, ben j'étais un gamin quand j'étais petit avec beaucoup d'imagination, j'imaginais des tas de trucs. Je vivais aussi des tas de trucs, faut le dire, des trucs qui se sont perdus, bien sûr, j'ai les feuilles volantes, tout ça. Je dirais que si j'avais 7 ans, je n'écrivais pas spécialement des scénarios, mais j'écrivais tout ce qui me passait par la tête, où je dessinais des créatures assez étranges. Jusque-là, bon, pas de problème, rien de bien fou. Puis un jour, j'ai regardé un animé japonais, et c'était dans la tradition de la pure diffusion Fox Kidienne, hein. Ceux qui connaissent la chaîne Fox Kids, en tout cas en France, vous savez un peu comment ça fonctionne. Alors il y avait un animé japonais, je l'ai regardé, je ne vais pas donner son nom, hein, évidemment. Donc je l'ai regardé, normalement on le diffuse une fois jusqu'à la moitié de la série, puis on remet à zéro et on remet une fois à la moitié, et ensuite on le passe une fois d'affilée. Donc la première fois que j'ai vu la première moitié, je me suis dit, ah c'était cool. Bon, c'est un dessin animé pour enfants, hein, pas pour enfants, mais oui, oui, pour enfants on va dire une tranche assez élevé, hein. Ça surfait sur la vague des Monster Mode, on va dire. Donc j'ai regardé le truc. La première fois, je me suis dit, ah, c'est cool, c'est génial. Puis je l'ai regardé une deuxième fois, et je me suis dit, ça m'a l'air naze. Et je l'ai regardé en entier, et je l'ai trouvé naze, évidemment. Ce qui fait que je me suis rendu compte que quelque chose avait changé. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là où j'ai développé un sens critique. Donc, j'étais encore très jeune, et je sortais d'années de pages d'écriture. Pour vous expliquer un petit peu le contexte, j'écrivais extrêmement mal,
Voilà. Et du coup, mon père me forçait à faire des tonnes de pages d'écriture. Moi, je cabotinais comme c'est pas permis, étant donné que moi, j'avais pas envie de refaire des trucs en boucle et que je vois que je m'améliorais, mais qu'il me disait de faire des pages d'écriture. Et comme je sais que c'est un branleur, donc ce que je faisais, je lui montrais quelque chose que j'avais déjà écrit au préalable, une chose qu'il avait vérifiée avant, chose qui faisait que je cabotinais pas mal. Mais maintenant j'écris, voilà, j'écris pas, je n'ai pas la pire écriture du monde, mais voilà. Mais c'est surtout une prof en primaire, à l'école primaire, qui m'a donné des espèces de trucs pour, vous savez, pour écrire, on vous montre comment faire la forme des lettres, ce genre de choses-là. Elle m'a donné un pavé, elle me dit tiens ça, j'avais un excédent, vas-y ramène ça chez toi. Et du coup, j'ai fait, ça s'est amélioré. Jusque-là, rien à voir avec la création, ne vous inquiétez pas, mais c'est ce qui est important, c'est ce qui va se passer ensuite. Donc, j'ai sorti de longues phases de pages d'écriture, et je me suis dit dans ma tête, ce que je venais de voir, c'était de la merde. Ensuite, une partie de moi me dit, bon, bah, si je dis ça, c'est qu'en quelque part, je peux faire mieux. Le problème, c'est que je savais pas dessiner, en tout cas, je dessinais pas de manière très très folle. Je veux dire, bien sûr, il y avait toujours des gens aux alentours, peut-être une ou deux personnes, vous les connaissez, un qui dessinait du Dragon Ball Z, qui était du copier-coller, mais pour moi, le vrai dessin, c'était pas ça, et même encore, j'ai des réticences à faire de la recopie, même si on me dit, oui, mais c'est comme ça que tu t'améliores. J'ai encore du mal, c'est pour ça que je galère aussi, hein. Et du coup, je me suis dit, ben, si tu sais pas, maintenant tu sais écrire correctement, et vite. Et c'est à ce moment-là que je me suis mis à écrire des scénarios de manga. J'en ai écrit plein, mais il y avait quand même pas mal de problèmes. Les premiers que j'ai fait, c'est que je les écrivais. Le premier, j'ai trouvé vraiment à chier, donc je l'ai complètement déchiré. J'ai foutu ça à la poubelle. Le second, j'avais bien commencé, sauf que dans ma tête, vu que j'avançais beaucoup dans l'histoire et que disons que je le vivais assez bien et je le vivais assez bien aussi, ben, quand c'est arrivé à son terme, ben, j'ai tellement aimé la fin que je pense que par égoïsme, je n'avais pas envie de la partager. J'avais envie que c'était un truc à moi. Le premier contact, d'avoir l'impression d'avoir fini un truc, ne serait-ce que dans sa tête, ça a l'air d'être un petit pas, mais ne sous-estimez jamais ce pas. La sensation que quelque chose dans votre tête, une création, elle est finie. Parce que si vous en avez le bon souvenir et que vous voyez qu'elle est finie, ben vous pouvez en tirer des conclusions. Voilà. Et après ça, ben, j'ai commencé à écrire des œuvres, enfin pas des œuvres, mais écrire des trucs. Sauf que j'ai eu pas mal de problèmes qui sont survenus. Le problème ne vient même pas de ma famille directe, mais de ma famille genre à côté. Ces gens qu'ils avaient l'habitude de prendre mes cahiers quand je les laissais chez ma grand-mère, que j'écrivais des trucs, ils les déchiraient, ils les prenaient comme bloc-notes. Et évidemment, les pages tombaient à la poubelle. Je ne le dis pas directement pour ne pas être déplaisant, mais j'y ai ressenti et je ressens encore un profond mépris vis-à-vis de ces gens. Je considère qu'ils ont beaucoup plus été des parasites dans ma vie qu'autre chose, mais ceci est un autre débat, évidemment. Mais tout ça pour vous dire que la destruction aussi, concernant ce que vous faites de la part d'autres personnes, fait que c'est pourri. C'est pour ça que je suis assez critique, par exemple, sur le système éditorial japonais, la manière dont c'est présenté, la manière dont ça fonctionne. Donc, en gros, j'ai déjà la construction de ce que je déteste dans la destruction, puis est arrivé le moment où je trouvais des choses à chier et que je déchirais moi-même. Et à ce moment-là, c'est détruire ce qu'on pensait pas être bon, et ça c'est un rituel, c'est des rituels à moi. Quand je déchire quelque chose qui n'est pas être bon, je suis sûr que je vais le garder ici et que je ne vais pas le reproduire. C'est une façon, moi, ma façon de reperpétrer, de ne pas éviter de refaire les mêmes erreurs au cours du temps, bah, c'est justement en le détruisant physiquement. Et du coup, ça aide pas mal. Après, est-ce que c'est une solution? Est-ce que ça va vous aider ou pas ce genre de pratique? C'est pas du tout le truc que je prenne du doigt, mais j'en parle. Puis arrivé, j'ai commencé à créer une œuvre, mais le petit détail, c'est quand vous créez quelque chose, et surtout vous dites vous créez un manga, quand vous voyez que les personnes qui sont autour de vous, ben, ils sont toujours mais autour des mangas qui parlent de baston, et qu'il y a un peu de romance, même beaucoup, faut dire ce qu'il y a, il y a beaucoup, j'ai beaucoup été, disons qu'il y a des œuvres qui m'ont fait beaucoup penser à la place de ce genre de choses.
Donc j'écrivais et on me dit ouais non c'est à chier, sauf que dans ma tête je me suis dit les raisons pour lesquelles ils avancent que c'est à chier, ce sont pas les bonnes. Pourtant j'étais pas certain que j'étais près de la vérité non plus. Donc du coup, par rapport à mes potes de collège tout comme ça ne m'a pas apporté grand chose au lycée non plus. Une fois que j'ai fini de construire tout ça, j'ai recommencé à partir des bases de l'ancienne histoire que j'étais en train d'écrire parce que je me suis rendu compte que j'étais trop ambitieux et j'ai revu tout simplement mon modèle d'écriture, c'est-à-dire ce que je comptais écrire, ce que je comptais raconter et surtout restructurer tout l'univers que j'avais décidé d'écrire, ce qui a donné un manga sur lequel je travaille actuellement, hein, donc depuis 2006. Oui, c'est ça, depuis 2006, mi-septembre 2006 jusqu'à nos jours. Et d'ailleurs, c'est le JDR est adapté du manga sur lequel j'écris, d'ailleurs. D'où le fait que je parle souvent de projet cross-média pour ceux qui suivent la chaîne. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai continué. J'ai continué à écrire, à écrire. J'ai découvert d'autres œuvres, d'autres choses. Et bien sûr, j'avais déjà comme bagage la définition de qu'est-ce que le plagiat, qu'est-ce que l'inspiration. Et disons que j'ai eu la chance peut-être de tomber sur des profs d'art plastique et certaines personnes qui m'ont expliqué la différence des deux types d'inspiration. Quand on dit inspiration, c'est ce que ça amène. Donc je peux dire que j'ai été bien loti à ce niveau-là. Ensuite arrive le problème où j'ai eu le syndrome de la page blanche et c'est ce qui un petit peu me motive à vous parler aujourd'hui. C'est qu'il y a deux fois où ça m'est arrivé le syndrome de la page blanche. Le deuxième, la première fois que j'ai posé j'ai eu le premier syndrome de la page blanche, il a duré 2 jours. Mais ces 2 jours-là, j'ai l'impression qu'ils en faisaient 10. C'était pire que la mort. Je suis pas, je suis, voilà, je veux dire, j'ai pas la sensation d'être mort à un moment ou à un autre. J'ai déjà senti plus ou moins à plusieurs moments la sensation de pouvoir crever. Mais voilà, je suis pas mort, mais c'était pire que la mort en tout cas. Après ça, il y a eu le deuxième, qui est survenu des années plus tard. Et il y a eu un véritable problème, c'est parce que je suis resté comme ça pendant 6 mois. Pendant 6 mois, j'ai eu la page blanche. Euh, C'était pas au point où je me tapais la tête contre les murs, mais j'étais vraiment très très mal. Et c'est pendant cette période vide que justement j'ai découvert le jeu de rôle. Et suite à JDR dont je trouve que les promesses, en tout cas de la manière dont l'auteur de cette œuvre, qui est gratuite hein, au passage, qui s'appelle Tiamat JDR, si vous vous intéressez à ça, ben, je vais essayer de mettre un lien dans la description parce que c'est un petit peu à cause de ça que je me suis mis à écrire mon JDR. Et du coup, je vais le mettre en description. C'est une forme de respect en quelque sorte. Ben justement, il m'a dit que j'ai parlé des règles et que je me suis dit il y a pas mal de trucs par rapport au postulat de base, c'est-à-dire simuler un univers de jeu de combat. Et je trouve que c'était pas bien fait. Et du coup, il m'a dit ben si, je sais même pas si c'est dans le forum de vous, mais si tu as un problème avec ce qui est présenté, peut-être que tu devrais faire ton JDR. Sans aucune animosité derrière, il l'a dit. Et du coup, j'ai testé son jeu avec un cousin. J'ai dit non, il y a des trucs dans les règles, ça me fait chier. Et après, je montrais à mon cousin, qui compte le pouvoir s'il comprenait aussi, il dit non. Je lui ai dit, reviens dans 1 heure, je suis venu avec un nouveau système qui n'avait rien à voir avec Tiamat. C'est qu'est-ce que, si vraiment l'action doit prendre part au cœur du système de jeu et de résolution, comment le faire et pourquoi c'est bon et pourquoi c'est pas bon. Voilà, le bien pour le pas en avant, le pire pour le mieux. C'est ça que j'essaie de vous avancer. En fait, il faut être tout le temps en contact avec ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, mais aussi réfléchir autour. Certaines personnes, par exemple, certaines communautés, parleraient en disant que parfois réfléchir sur le jeu de rôle, c'est de la branlette. Chose que je ne crois pas. Il y a toujours eu des personnes qui ont réfléchi avant nous, qui fait que leur réflexion, on en a hérité d'une façon ou d'une autre dans notre culture générale. Et c'est un cycle perpétuel. Donc les personnes qui disent que c'est de la branlette, ces gens-là font partie de ceux qui ont hérité au préalable de quelque chose et qui reperpétuent la même bêtise de dire que c'est de la branlette alors qu'ils ont hérité de quelque chose. En gros, il y a une minorité de personnes qui apportent quelque chose au monde
et il y a une majorité qui préfère se plaindre de ce qui existe déjà. Je ne compte pas changer la balance, mais si j'en parle et que ça vous touche, ben, j'aurais déjà réussi à hauteur de bras, à m'apporter, de pouvoir vous apporter cette chose-là. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé mon JDR, ça m'a redonné l'envie de continuer le manga, que je réécris, et à chaque fois je me dis, bon. Après, il y a eu des problèmes qui sont survenus, hein, évidemment. Par exemple, est-ce que mon truc, je le fais pour un public jeune, ou est-ce que je le fais pour le public jeune, mais quand même avec une forte tendance pour le public averti? Et après, certains sujets dont je vois que je vais parler, j'en parlais justement avec un ami il y a quelques semaines, je lui disais, en fait, j'ai voulu mettre ce scénario-là dans mon manga, et après il me dit, ouais, mais c'est quel scénario? Il a été choqué parce que, comme je présente dans le JDR des scénarios qui sont durs, mais c'est des scénarios qui sont quand même... j'atrophie quand même un minimum la portée et la sensibilité. Je fais attention à la sensibilité de mes joueurs. Voilà, pas la sensibilité vis-à-vis d'un thème, mais la sensibilité tout court. Donc, je prends énormément de gants et quand il a vu que je n'ai pas mis de gants pour ce scénario-là, il s'est dit ah ouais, peut-être que ça serait mieux le public averti. Donc il y a un petit peu ça aussi, réfléchir à est-ce que vous voulez présenter une œuvre qui touche tout le monde, qui touche un certain nombre de personnes, ou vous voulez parler de plein de choses, mais que vous préférez mettre par précaution pour le public averti, tout en sachant que pour le public averti, c'est toujours séparé entre les personnes qui ont une curiosité, parce que quand ils entendent pour public averti, ben, ça veut sensiblement dire des thèmes adultes, hein, comme diraient certains, ou tout simplement que ça touche énormément de sensibilité. Moi, je veux dire que je suis pleinement dans les deux, sans pour autant tomber dans l'exagération. Voilà. Et du coup, après ça, je me suis dit, ben, au moins je sais où je vais. Mais j'avais envie de dire quand même, c'est pas ma recette secrète, hein. Ma recette secrète, c'est la réflexion même. Donc je peux pas vous la transmettre, c'est à vous de le faire ça. Et j'avais envie de vous transmettre ça. Quand vous voulez créer quelque chose, vous devez d'abord chercher en vous ce que vous avez envie de raconter, ce que vous avez envie de retranscrire. Bien sûr, il y a la technique, mais ça, on va le mettre à côté. D'abord, il y a vous, votre contact avec vous-même, ce que vous avez envie de raconter vraiment. Ensuite, il y a les thématiques que vous avez envie d'aborder avec les gens de votre entourage. Par exemple, si vous écrivez un scénario et vous vous dites, vous ne devez pas vous dire, quand vous écrivez un scénario pour vos joueurs à la tablée, vous ne devez pas vous dire, ouais, qui je vise en général, c'est vos joueurs. Donc à ce moment-là, il faut se rendre compte de certaines choses aux joueurs. Et ça veut dire aussi parfois prendre des risques. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de faire des scénarios et que en fait mes joueurs passent complètement à côté. Bider ne veut pas dire forcément que ça vous apporte quelque chose de mal. Et c'est à ce moment-là encore où la réflexion prend place. Et ensuite, la troisième phase, c'est la phase où justement vous commencez à vous dire je sais ce que je veux retranscrire, je sais ce que je ressens, ce que j'ai envie de faire ressentir, je sais quel public auquel je m'adresse, mais c'est quoi la valeur plus ajoutée ou encore la chose qui pourrait les toucher sans pourtant être totalement étranger. Euh, Chose assez intéressante, c'est que dans cette troisième phase, il y a deux aspects. C'est-à-dire que vous pouvez vous baser sur ce que vos joueurs vous ont dit, vous pouvez vous baser sur l'imaginaire collectif et aussi la perception de la culture que vos joueurs ont de tel ou tel thème, chose qui fonctionne. Ensuite, il y a la base. Ensuite, viennent les trois bases suivantes. C'est vous avez les règles, vous avez les règles, vous les assimilez, puis vous les brisez. Parce que, évidemment, dans mon cas, par exemple, je traite manga. Les mangas sont remplis de codes, que ce soit au niveau de traitement des trames, de noms, de la gestion des cases. J'ai vu des choses horribles et en fait, tout le monde, en tout cas, une bonne partie des gens que j'ai vus qui disaient qu'ils s'intéressaient au manga, je lui disais est-ce que tu sais comment fonctionne cette case? Il était incapable de me dire comment fonctionne le système de cases. Alors que moi, je n'avais pas encore mes livres, par exemple, pour traiter
pour traiter les cadres, ce genre de choses. D'ailleurs, je vais vous montrer une petite collection de Soleil Manga. Manga Bible 1, en fait, il est en 3 volets. Je les ai tous. Voilà, le 1. Puis j'ai eu le 3. Voilà. Les deux plus faciles à obtenir. Puis j'ai eu évidemment le 2. Par la suite, j'ai dû faire un effort monstre. Et c'est la première collection de tutos pour dessiner que j'ai fini. Mais c'est pas juste que ça avait une valeur de oui, j'ai accompli quelque chose. Au contraire, le véritable accomplissement commencera quand je voulais assimiler tout ce qu'il y a dans ça. Donc il y a aussi ce qu'on pourrait appeler la vallée des épreuves. Là où justement vous vous dites, bon, j'ai fait ça, c'est ok. Maintenant, il est peut-être temps de rentabiliser tout ça. Voilà. Et mais ça, pour les techniques ou ce genre de choses-là, c'est à vous de savoir comment vous faites. Vous avez des techniques, que ce soit en matière de roman, que ce soit en matière de poésie ou ce genre de choses. Vous devez parfois, quand vous oubliez les règles ou quand vous êtes devant votre feuille, devant votre PC par exemple, et que vous voyez que rien ne vient, ben souvent vous dites wow, rien de tel que le retour aux sources. Les gens utilisent tellement des phrases alambiquées que finalement ils perdent du sens pour vous. Mais il faut surtout pas oublier un petit détail, c'est que cette démarche doit être faite par vous-même. Quand je me rends compte que je suis au ralenti sur quelque chose ou que je n'arrive pas à avancer, je me dis qu'est-ce que j'avais besoin de chercher. Et à ce moment-là, je remonte au niveau des bases, mais aussi au niveau de l'inspiration. Et c'est la troisième et dernière partie de la vidéo, c'est l'inspiration et tout simplement ce qui s'y rapporte. L'inspiration pour moi, ce n'est pas pomper quelque chose de bien et de le mettre dans l'autre. Je pense que j'ai déjà assez taclé les projets Kickstarter, les projets Ulule, concernant les livres de JDR qui n'en sont pas, qui sont plutôt des artbooks avec des JDR qui existent déjà avec d'autres skins, ou tout simplement des wargames qui tout simplement reprennent une esthétique sans pour autant apporter une pierre à l'édifice. Je pense qu'il est temps qu'on arrive à un moment où le serpent se mord la queue. Et il est pas loin de s'engloutir. Je dis pas que les gens, je dis pas seulement que les gens pensent que tout a été créé, mais je dis surtout que c'est leur modèle de réflexion qu'il faut revoir. La véritable inspiration, c'est qu'est-ce que ça vous a dit, qu'est-ce que ça vous a touché quand vous avez un livre, ce que ça vous apporte, pourquoi ce JDR-là vous le plaisez ou pas. Et pour ça, il faut que non seulement vous regardiez des choses que vous aimez, mais aussi des choses que vous n'aimez pas. Mais attention, je vais quand même là commencer à prendre des pincettes. Quand vous voyez qu'il y a quelque chose que vous aimez extrêmement, pas forcément que vous savez exactement pourquoi. Et parfois, si la question est en dehors du cadre du média, c'est que cette chose-là vous touche vous-même. Et la barrière qui est mise en place, la barrière de votre individualité, est peut-être mise en cause. Mais les gens ne changent pas aussi facilement que ça ou ne changent pas de point de vue. Il faut savoir se questionner là-dessus. Et si vous n'avez pas envie de vous poser des questions sur ce genre de choses, ben ne le faites pas. Ne vous forcez pas. Se forcer à s'adapter pour un média, pour un support, ou voire même pour quelqu'un, ça ne devrait jamais être un choix. Le choix devrait venir de vous. Même s'il faut pas oublier que certaines personnes souvent vous avancent des choses et que parfois il n'est pas loin de la vérité, c'est à vous de voir. Quoi qu'il en soit, quand ça m'arrive tout le temps, quand je suis face à une œuvre que j'aime ou que j'aime pas, je l'analyse, je le décortique, même après l'avoir vue un certain nombre de fois. Pour vous donner un exemple, je connais à peu près le nombre de fois que j'ai vu certaines œuvres. L'anime Dragon Ball Z, je l'ai vu 31 fois. Je ne compte pas la version Kei, la version modifiée et simplifiée. J'ai vu Sailor Moon en entier 8 fois. D'ailleurs, petite chose que je me permettrai d'ajouter, bon,
on aime, on n'aime pas, on apprécie, on n'apprécie pas. Après, je sais que la diffusion américaine, ils ont quand même fait pas mal de trucs qui fait que c'est pourri, mais en tout cas, nous, on a une version un petit peu modifiée, mais c'est pas trop loin de l'original. Mais par exemple, je préfère Sailor Moon à Dragon Ball Z. Voilà, vous pouvez réagir en commentaire si vous aimez Dragon Ball Z, mais j'ai vu Dragon Ball 30 fois. Voilà, je crois que j'ai arrêté à mi-chemin, donc ça aurait pu être 31 fois. Et j'ai vu Sailor Moon 8 fois seulement. Et pourtant, je sais très bien que j'ai fait la comparaison et j'ai des raisons pour lesquelles j'aime un et j'aime pas l'autre. Et souvent, pourquoi Dragon Ball? Ben, j'adore. J'aime bien Dragon Ball, sinon je n'aurais pas regardé 31 fois. Mais pourquoi je trouve que c'est moins bien? Ben, ça sera peut-être une vidéo ultérieure dans très très longtemps, mais voilà. Ensuite, par exemple, Gundam Seed et Seed Destiny, j'ai vu Gundam Seed 14 fois et j'ai vu Gundam Seed Destiny 8 fois. J'ai vu pas mal d'animés aussi, j'ai vu pas mal de films. Je regarde Matrix 1 deux fois par an. Deux fois par an. Le film un petit peu naze. Ouais, je le trouve pas si naze que ça, mais le film un petit peu naze de Solomon Kane, parce que je trouve que c'est pas une bonne introduction à Solomon Kane, mais c'est ce film-là, j'ai un lien avec, parce que je ne connaissais pas Solomon Kane avant ce film qui est sorti en 2008-2009. Euh, ben, je l'ai regardé quand même un certain nombre de fois, je crois que je l'ai vu au moins 6 fois. Je sais que des gens ne l'aiment pas, je sais que ce film est mauvais, mais je le regarde parce que d'une part, c'est le lien que j'ai avec le personnage emblématique des romans Solomon Kane, et du coup, je le regarde parce que ça m'a renvoyé quelque chose. Et c'est pas une question d'esthétique. Le problème avec l'être humain, c'est qu'il est piégé par ses sens et souvent, son sens celui qui le piège le plus, c'est sa vue. Donc, la superficialité dans une œuvre, imagée ou pas, n'est pas l'apparence que ça a, mais plutôt ce que ça peut dégager. Ce qui veut dire que, par exemple, son fond peut être différent de sa forme. Et c'est à vous d'essayer d'interpréter le lien possible entre les deux. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu une de mes pratiques. Regarder quelque chose que j'aime, pas regarder quelque chose que j'aime pas. Et à ce moment-là, quitte à vous donner une solution, puisque ça fait plusieurs prises que je fais, comme chaque vidéo en fait, j'avais envie de vous donner, comme j'avais pas envie de vous donner des astuces à la base, mais je me suis dit, autant donner les choses jusqu'au bout. Quand vous avez une œuvre devant vous, vous devez vous dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, les tournants du scénario, pourquoi vous les avez appréciés, pourquoi vous ne les avez pas appréciés. Ensuite, quand vous voyez que ça commence à toucher les codes, dites-vous, est-ce que ça a touché le code pour apporter quelque chose de bien, quelque chose de mal, ou voire même est-ce que ça a apporté quelque chose, pas dans le sens de l'originalité, mais apporter une pierre à l'édifice. Je vais dire combien d'œuvres que vous avez vues, ou par exemple, ça c'est un truc qui est très connu, par exemple dans les mangas, dans la Japanimation. C'est l'histoire d'un gars qui a été lâche et qui a laissé mourir un membre de sa famille, mais il trouve une espèce de substitut qu'il se résout à protéger bec et ongle pour ne pas reperpétrer la même erreur. On peut raconter une histoire, on peut raconter une même histoire de 1000 façons différentes, mais on peut aussi les raconter euh, de manière de manière assez proche, dans un nombre assez limité de fois, malheureusement. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez raconter plusieurs fois la même histoire, le même thème, la même chose, mais est-ce qu'il y a beaucoup de cas où justement ça va apporter pierre à l'édifice? Ben, vous vous rendez compte que regroupé, ben, il n'y en a pas des masses. Et c'est un petit peu le problème. Je pense que je le relirai de nouveau, ce livre. C'est la théorie du héros mille visages, le héros à travers le temps. À chaque fois que je confonds, je dis J. Scott Campbell, mais je crois que c'est Joseph Campbell, le nom du gars. C'est Joseph Campbell. Bah, là, cette théorie du héros mille visages, du monomythe, je pense que le monomythe, ça existe. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec ça. Si vous voulez étudier le monomythe, allez-y.
Mais après avoir vu la base du monomythe et après l'avoir lu une fois, je me suis rendu compte malheureusement que ce monomythe est peut-être le problème avec l'évolution artistique, c'est-à-dire la stagnation de même thème qui est attaché à un squelette qui n'est pas le seul squelette possible. C'est-à-dire que le monomythe peut raconter de belles histoires, si vous voulez, mais elle en a peut-être raconté trop. Voilà, bon, je vais essayer de conclure avec ça. Pour moi, le monomythe, c'est quelque chose qui a fait ses preuves, mais je pense qu'à force de raconter trop de fois la même histoire, on a tendance à penser que c'est la seule voie possible. Bien sûr, ce n'est pas le cas ce n'est pas la vérité absolue, puisqu'il y a d'autres histoires qui sont racontées. Mais en tout cas, la majorité des fictions, en tout cas, ne serait-ce que dans les romans, tournent autour de ça. Donc, il est peut-être temps de penser à notre propre squelette, parce que chaque personne étant différente, s'amalgamer autour d'un modèle qui a été suivi pendant trop longtemps, je pense qu'il est temps quand même de s'émanciper de certaines visions créatrices. C'est pour ça que ma conclusion, elle sera un petit peu particulière et elle sera ouverte. C'est vous pouvez créer en vous basant sur ce que vous ressentez. Et c'est peut-être des choses qui vous fiabiliseront le plus. Regardez ce que les autres font ou ce qui suscite. Bref. Donc, je disais, ce que ça suscite, ce que les choses vont susciter chez vous, c'est-à-dire les œuvres extérieures, vont être quand même déterminants puisque vous avez été construit autour de ça. Il y a toujours un monde avant nous et il y a toujours des choses qui vont nous survivre. Mais en prenant en compte ce que vous avez envie de retranscrire et ce que vous avez envie d'apporter aux autres, pas forcément quelque chose de nouveau, mais en tout cas votre vision des choses, à partir du moment où quelque chose reste beaucoup trop figé, à l'image de l'eau un petit peu stagnante, on se rend compte très vite que la qualité vient à se perdre et je pense que c'est ce qui est en train de nuire actuellement au monde artistique. Donc ma conclusion, ça sera sur ça. C'est ce qui est bien amène à un pas, mais n'oubliez surtout pas de regarder ce qu'il y a aussi de mauvais pour essayer de faire mieux. C'était Ginji pour Ginji d'ailleurs, j'espère que ça vous a plu. Vidéo assez longue, hein. Normalement ma vidéo j'avais pour but de la faire assez courte, mais j'ai pris le temps de poser mes explications. Donc j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, hein, le petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, bon, pouce en bas. Hein. C'est vrai que j'ai quand même dit 2-3 trucs qui peut ne pas plaire, mais dans l'ensemble ça va. De toutes les façons, si en quelque part vous arrivez à réfléchir à partir de ce que vous avez fait, ou vous êtes en contestation avec ce que j'ai dit, au moins posez-vous la question du pourquoi, ou même en discuter avec moi, il n'y a pas de problème. Si vous voulez me parler de certaines choses ou peut-être de sujets qui vous intéressent, il y a les commentaires. Si vous trouvez que c'était intéressant et que ça valait le coup, parce que c'est un petit peu comme ma vidéo sur le rythme dans la narration, je pense que j'appelle un peu à briser les règles établies, mais pas forcément pour apporter une espèce de vide informe, mais tout simplement pour amener un petit peu de vous-même pas forcément dans la réflexion, mais aussi dans la construction de quelque chose de nouveau. Voilà, si ce n'est pas pour une telle maison d'édition pour le monde, ça peut être tout simplement autour de la table, c'est tout simplement possible, voire même pour vous-même. Mais une œuvre prend sa pleine importance à partir du moment où elle est partagée. N'oubliez jamais ça. A plus tout le monde.